Bonjour à toutes et à tous, excusez-nous pour le léger retard. Bienvenue à ce webinaire Pierre, tu m'entends? qui s'intitule Comprendre et Ouais, je vous entends plus là. anticiper. Bah, Christian et Pierre, est-ce Allô, que vous allô? pouvez couper vos micros? Merci. Donc voilà, ce webinaire s'appelle Comprendre et anticiper les risques liés aux achats, donc organisé par la CCI Grand Est avec le soutien de Climaction. Climaction, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, et on le dira jamais assez, c'est un programme de soutien financier qui est mis en place dans le Grand Est par l'ADEME et la région en faveur de la transition écologique et énergétique. Et nous sommes en partenariat avec le CNA, le Conseil national des achats, que Pierre nous présentera un petit peu après la mise en contexte. Donc, je me présente rapidement pour ceux qui n'ont encore pas suivi de nos webinaires et qui ne me connaîtraient pas. Christelle Richy, donc je fais partie d'une équipe Grand Est au sein de la Chambre de commerce et d'industrie qui accompagne les entreprises sur toutes les thématiques d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, d'efficacité matière et d'adaptation au changement climatique. Donc j'accompagne moi les entreprises depuis plus de 20 ans. Initialement, j'étais dans le domaine bancaire et ça fait 12 ans maintenant que je travaille au sein de la Chambre de commerce et d'industrie et je suis plus particulièrement en charge d'optimisation de la gestion des déchets, d'économie circulaire et voilà de ce volet achat responsable. Vous êtes vous-même acheteur, acheteuse ou dirigeant d'entreprise. Vous avez la charge de l'environnement, sous des appellations responsable QSE, responsable environnement, peu importe, en fonction des structures. Ce webinaire donc va particulièrement vous intéresser si vous vous questionnez sur les risques qui sont liés à vos achats. Et le meilleur moyen pour éviter ces risques, c'est de les connaître, de pouvoir les identifier justement pour les anticiper. Donc nous allons évoquer ensemble comment cartographier les différents types de risques, que ce soit des risques stratégiques, économiques, financiers, des risques d'image. Vous avez certainement déjà entendu parler de CSRD, de CS3D, voilà, tous des acronymes de devoir de vigilance, et j'en passe. Et vous allez, pendant cette heure, pouvoir découvrir ou redécouvrir ce qu'on entend derrière justement une cartographie des risques, quels outils existent grâce à l'intervention à deux voix de Vincent Leroux Lefebvre de la FNOR et de Christian Kalb de l'AFQP. Ils se présenteront chacun au moment de leur intervention. Voilà, donc ce sont nos experts. Vos caméras et vos micros sont coupés, mais vous pouvez à tout moment interagir, poser des questions par l'intermédiaire du chat que vous trouvez en haut de vos écrans. Un temps d'échange sera dédié à l'issue du webinaire pour pouvoir répondre à vos questions. Les intervenants sont à votre disposition. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, comme je le disais, Pierre Roby va vous présenter notre partenaire, le Conseil national des achats, avec un focus Grand Est. Voilà, dans un premier temps. Donc Pierre, je vais passer la présentation et je te passe la parole. Oh, j'ai perdu ma présentation, pardon, du CNA. J'arrive. Hop. Pierre, tu as coupé ton micro. Oui, Pierre, le micro est coupé, en effet. Voilà. J'attends la première page alors. Et donc, Pierre Roby, je fais partie de l'antenne Grand Est du Conseil national des achats, de l'antenne Grand Est donc, dont le bureau est situé à Strasbourg. Conseil national des achats qui vient de changer de logo, vous le découvrirez sur le site. Conseil national des achats a changé d'acronyme il y a une dizaine d'années. C'était pour les plus anciens la CEDAF, créée en 1949. Aujourd'hui, c'est 20 000 acheteurs. 20 000 acheteurs et 200 événements, avec une grande partie d'événements nationaux, un petit peu plus loin Christelle, 20 000 acheteurs, 200 événements, événements nationaux, le principal étant les universités d'achat qui vient de se dérouler à Paris au mois de juin et qui se déroule chaque année au mois de juin. Des événements régionaux, avec en particularité des after-work achats en région. Des clubs, les principaux étant ces fameux
Achat Lab, qui sont en fait des groupes de travail autour de problématiques achats. Ensuite, nous avons ces fameux webinars qui sont accessibles à tous les adhérents. Il y a aujourd'hui environ sur la plateforme 140 webinars depuis 3 ou 4 ans. Voilà, là, vous pouvez voir donc les typologies achats qui sont traitées dans ces groupes de travail, des revues trimestrielles, des enquêtes, et enfin, cette charte initiée avec le ministère de l'économie en 2008, qui a donc vu le jour en 2010, qui aujourd'hui est signée par environ 2500 entreprises, est dans son prolongement le label, qui est aujourd'hui signé par une centaine d'entreprises et qui a vu le jour en 2014. Donc toutes ces informations sont disponibles sur le site. Pour s'occuper donc de l'animation du Conseil national des achats au niveau national, donc il y a tout un tas de structures nationales, avec en particulier 6 permanentes qui se partagent l'activité des régions, des 11 régions, sous la direction de Nathalie Leroy, qui est déléguée générale du Conseil national des achats. En ce qui concerne le bureau, le comité directeur du Grand Est, nous avons la présidente Angélique Ostermann, qui est directrice d'achat chez Colin. Kevin, donc vice-président. Vous avez Laurent Allary, qui est aujourd'hui directeur de Reducio, qui est une structure achat qui s'occupe en particulier de la classe C et qui maîtrise parfaitement un système d'information dédié à cette activité. Christian Brassac, qui est sollicitable sur toutes les questions d'ordre d'achat public. Pascal Coquart, qui est notre vétéran. Patrice Bernard, qui est spécialiste des questions logistiques. Laurence Vial, l'universitaire. Et Christian Calve, qui interviendra aujourd'hui en tant que conférencier sur le sujet du jour. Et pour terminer, donc, vous aurez sur le site toutes les conditions pour adhérer. Christelle dispose de mes coordonnées qui vous seront envoyées si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le CNA et qui vous enverra également la présentation que je viens de dérouler. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci. Cette fois-ci, c'est toi qu'on n'entend plus, Christelle, non? On t'entend pas, Christelle. C'est bon là? C'est étrange, mon micro est ouvert. C'est parfait, c'est parfait. Ah, c'est parfait. formidable. Les aléas du direct. Merci Pierre pour cette présentation. C'est toujours intéressant donc voilà de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger entre pairs, d'où l'intérêt de pouvoir adhérer au Conseil national des achats. Je vais passer donc maintenant la parole à nos deux experts, Vincent Leroux-Lefebvre et Christian Kalb. Je vais dérouler donc la présentation. Alors, je sais pas comment vous voulez procéder. Est-ce que Christian déjà présente la FQPE ou vous faites en mode discussion ou on suit le déroulé de Vincent. Christian, le micro n'est pas ouvert. Tous ces problèmes de micro aujourd'hui. Tout va On n'est bien. vraiment pas bon. On va y Je vais arriver. Hein. peut-être présenter la FQP. Ok, alors je change de support. Je vais sur celui Allez, de la c'est bien FQP. fait, c'est fait exprès ce matin. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Ce Hop, serait trop facile. Alors, non, voilà. oui, donc, Christian Calbe, je suis actif dans les achats et la supply chain depuis pratiquement 4 décennies dans des entreprises de biens d'équipement. Je suis à mon compte depuis quelques années. En parallèle de ces activités pro, je fais partie, comme le disait Pierre, du CODIR Grand Est du CNA parce que je crois beaucoup
en ces valeurs. Et nous avons notamment été chez SEW Isocom, je crois qu'il travaille avec vous, hein, qui a organisé une journée fournisseur il y a une ou deux semaines dans le cadre de son label Airphare. Et parallèlement à ça, je suis président de l'AFQP Grand Est, donc qui est une association dans le giron de France Qualité. Voilà. Je suis auditeur ISO 50001, ISO 9001 et formé au référentiel ISO 20400. Donc je serai là pour donner le positionnement de l'exposé de Vincent aujourd'hui par rapport à ces référentiels. Là aussi, au niveau de l'AFQP Grand Est, on travaille autour de clubs, on travaille autour de rencontres de réseautage. Nous avons la semaine prochaine une journée des adhérents à côté de Célesta. Je lance d'ailleurs un appel s'il y en a qui veulent nous rejoindre parce que nous avons beaucoup de mal à couvrir le territoire Champagne-Ardenne depuis l'Alsace, de trouver des relais. Donc, s'il y a des volontaires, des gens qui ont envie de prêcher la bonne parole de la qualité des achats dans ces régions-là, qui n'hésitent pas à me contacter ou qui contactent Christelle qui donnera mes coordonnées. Voilà ce que je peux dire sur la FQP. Là aussi, il y a la brochure. Vous pouvez la voir sur demande. Nous avons un site internet, AFQ Gantès, donc vous pouvez nous contacter également. Voilà. J'enverrai, que ce soit brochure AFQP ou CNH, j'enverrai avec les supports présentés pendant le webinaire et le lien vers le replay puisque le webinaire est enregistré. Je vous laisse la parole, Vincent Bien sûr, et Christian. bien sûr. Bonjour à tous. Alors, je vais me plier à l'exercice aussi de présenter l'AFNOR et plus particulièrement l'ancrage territorial de l'AFNOR. Donc, c'est une délégation locale de l'AFNOR Grand Est avec 3 collaborateurs, 80 intervenants externes, un club AFNOR RSE Lorraine en complément qui a été lancé et plus de 11 000 entreprises de plus de 20 salariés qui ont été accompagnées dans différentes missions à travers les équipes de Sandrine Pérignon-Schmitt, de Christine Morin et de Jennifer Cuny. Différents rendez-vous ont été exposés et sont disponibles sur le carnet de rendez-vous de l'AFNOR avec des accompagnements en association justement avec la CCI sur justement les politiques et les démarches d'achat durable. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous présenter justement ces évolutions à travers l'ACS 3D qui a été votée très dernièrement et l'ensemble des éléments. Ce que je vous propose, si Christian est d'accord, c'est que on passe sur la présentation, les éléments autour de l'ACS 3D, la partie évolution depuis 2017 et les éléments d'une approche ISO 20400, couplée après avec la partie qualité que Christian sera le plus à même de présenter. Si ça te va, Christian? Très bien, Vincent. Très bien, ok. Alors, petit donc élément du sommaire, comme je viens de l'énoncer, bien sûr, le devoir de vigilance avec un rappel du contexte, les évolutions depuis 2017 qui sont en France, mais pas qu'en France, on le verra, et une implication européenne qui devient de plus en plus forte. On a bien sûr la CSRD, CS3D, FLR peut-être dont vous avez entendu parler et d'autres encore éléments de politique d'achat responsable à travers la RDIE, RBE, règlement sur la déforestation de l'Union européenne ou règlement bois qui va impliquer d'autres choses et pas seulement le bois et une approche à travers l'ISO 20400 qui est une norme non certifiable, norme collective de bonnes pratiques qui permet de comprendre et aussi de répondre à ces éléments-là. Alors, le devoir de vigilance, qu'est-ce que c'est? Voilà. Le devoir de vigilance, ça naît en 2017. En 2017, 4 ans après le drame du Rana Plaza, la France décide à son initiative de pouvoir se poser la question du donneur d'ordre et de la responsabilité du donneur d'ordre. Et dans ce cadre-là, il identifie un plan avec des mesures pour accompagner une vigilance raisonnable et qui crée le devoir de vigilance pour les entreprises de plus de 5000 personnes. Et au sein de ce plan, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une cartographie des risques, et on en parlera un petit peu plus loin. Il y a des procédures d'évaluation des sous-traitants, des fournisseurs, afin de pouvoir assurer justement la prise en compte du risque. Pardon. Et comment ça se retrouve dans la chaîne d'approvisionnement. Et en face de ça, en face de cette chaîne d'approvisionnement, il y a les acheteurs
que vous pouvez représenter aujourd'hui avec les actions adaptées afin d'atténuer ce risque. C'est un principe de probabilité et de gravité qui drive cette cartographie. Et bien sûr, à l'équivalent d'autres lois, type le Sapin 2, il y a tout un mécanisme d'alerte et de recueil de signalement. Donc ça, c'est vraiment l'historique du devoir de vigilance. À l'époque, il a fait pas mal parler de lui. Les entreprises et certains mouvements d'entreprise considéraient qu'on pouvait avoir cette responsabilité, mais qu'il ne fallait pas aller chercher très loin. Et on trouve ce parallèle avec la LSKGA en Allemagne, justement, alors que la France a vraiment décidé, même si l'argumentation de la loi est sur une demi-feuille A4, de pouvoir aller chercher toute la chaîne de ses fournisseurs. On peut passer au slide après. À partir de là, le Parlement européen et la Commission européenne évoluent et se disent que la France, à travers ce rôle porteur et à travers ces éléments du devoir de vigilance, donne des bons axes. Et en 2023, le Parlement accepte une proposition de directive sur le devoir de vigilance pour étendre ce devoir de vigilance à l'ensemble de la communauté européenne. Ce qu'il faut juste prendre en compte, c'est que avant justement, entre 2017 et 2023, l'OCDE reprend le devoir de vigilance et crée ce qui s'appelle un devoir de diligence, qui est on va dire un ersatz de ce devoir de vigilance qui pose plus des grands principes qu'une vraie action dans le contrôle de sa chaîne d'approvisionnement, mais qui au moins pose à travers les principes de l'OCDE des pratiques et des bonnes pratiques achats. Et de façon complémentaire, ce que sort ces éléments-là, ce sont les obligations de prévention et de suspension des incidences négatives, l'élaboration d'un plan d'action, l'obligation de payer des dommages et intérêts et accorder une compensation financière aux personnes touchées, et puis l'obligation d'obtenir des garanties contractuelles des partenaires commerciaux dans lesquels avec ceux avec qui ils entretiennent une relation commerciale directe. Et c'est là où, suite à cette adoption de début directive, donc c'est une proposition directive, c'est pas ce qui donne la CS3D, c'est là où un certain nombre d'États se sont affrontés. Cette notion de relation commerciale directe étant mal clarifiée, peu clarifiée, ça a créé un certain nombre de mouvements. Cependant, le 24 avril dernier, le Parlement et la Commission européenne adoptent justement la CS3D. Alors j'ai une petite question pour vous, pour ceux qui suivent. Pourquoi le 24 avril d'après vous? Pierre, Christian, Christelle, petite idée? Ta question. Tu peux reposer ta question, je l'ai Oui, bien sûr. entendu. Pourquoi le Parlement adopte la directive le 24 avril? Et pas le 24 25, le avril, 23. Oui, pourquoi le 24 avril? fiche trop aucune idée. Élection? D'accord? Non. L'anniversaire du Rana Plaza, mais je sais pas. Exactement. Ah, voilà. Bravo, J'ai Christelle. répondu au pif. Ouais. Et ben oui, mais c'est un pif, c'est du flair. Ouais, On peut même dire que je c'est suis du pas flair dans ces adepte des cas-là. fripes. Je suis pas adepte du shopping. Donc voilà, exactement. Le 24 avril, c'est l'anniversaire du Rana Plaza et 11 ans plus tard, justement, le Parlement européen adopte cette loi sur le devoir de vigilance que l'on traduit en anglais à travers CS3D, Corporate Social Due Diligence Directive. Et cette année 2024, au final, elle est marquée par un certain nombre d'éléments qui justement rentrent dans cette logique forte de cartographie des risques et de tout ce qu'on va intégrer. Premièrement, c'est toute la partie sur la CSRD. La loi française, le 6 décembre 2023, a transposé la directive de la CSRD, Corporate Social Reporting Diligence, dans la loi et va impliquer et implique déjà les achats et les acteurs des achats dans une extension du DPEF, diagnostic de performance extra-financière, et de la mise en place d'un certain nombre d'indicateurs que les achats devront aller chercher auprès de leurs fournisseurs. La CS3D, qui justement, comme je vais le présenter, que l'on voit ici, implique que les entreprises établissent une obligation de moyens
avec leur chaîne de production. Et surtout, cherchent très clairement à intégrer tant les droits de l'homme que la protection de l'environnement. Et bien sûr, les pratiques éthiques. N'oublions pas qu'en France, vous avez la loi Sapin 2 et en Angleterre, vous avez l'anti-bribery comme aux US. Et puis, il y a une troisième loi qui est passée un peu, alors c'est pas une loi, c'est une directive qui est passée un peu sous les radars, qui est la FLR. FLR qui est la réglementation sur le travail forcé. FLR étant Forced Labor Regulations, approuvée en mars. Ce qui veut dire que toute entreprise qui ne prend pas en compte ces éléments va se retrouver exposée. Premièrement, dans l'appréciation de son diagnostic extra-financier, et de son anciennement DPEF traduit dans la CSRD, va être redevable au titre de ses parties prenantes sur la CS3D et va même, dans le cas où les produits seraient issus du règlement du travail forcé, être exposé à des sanctions qui vont jusqu'à la confiscation des matières, l'interdiction de commercer et des montants d'amende qui sont extrêmement importants. Tu peux passer au suivant. Voilà. Donc, justement, la CSRD, qu'est-ce que c'est? Déjà, ce sont des exigences élargies en matière de reporting. On verra les différentes familles qui sont intégrées dedans, 11 familles d'indicateurs qui représentent plus de 1280 points de ce qu'on appelle les K-data points. Alors l'idée, c'est pas de vous faire peur. Je n'adhère pas à la situation de faire peur en donnant de grands chiffres et en disant que ça crée encore plus d'obligations. Un certain nombre de choses se simplifient et déjà un certain nombre de choses sont faites par les entreprises. Et ces entreprises sont donc justement tenues de fournir des informations extra-financières. Elles le faisaient déjà dans le DPEF d'une façon un peu discordante. Justement, ces éléments vont permettre de pouvoir évaluer les entreprises toutes de la même façon. Intégrer au sein même de ces éléments d'indicateurs de performance extra-financière un principe de double matérialité. Donc ça veut dire que à la fois il y a un impact sur les activités de l'environnement, sur les activités de l'entreprise, mais sur l'environnement, sur la société, sur la gouvernance. C'est-à-dire que l'entreprise n'est plus seule dans son acte économique, mais elle est au sein d'une communauté qui a un impact sur ces trois grands piliers-là, ce qui sont les piliers de la RSE. Autre élément important, c'est qu'il y a aussi cette notion de standardisation de forme de reporting. Toutes les entreprises vont répondre comme à un audit financier sur des éléments qui seront compréhensibles pour tout le monde, pour toutes les parties prenantes. Et puis, un élément qui tient au cœur des entreprises, on le voit, les sujets de décarbonation deviennent de plus en plus forts, c'est l'intégration du scope 3 au sein même de la CSRD. Pour ceux qui n'ont pas encore conscience de ce que peut être le scope 3, environ 70% à 85% de vos émissions viennent de vos achats. Donc, il va être temps de se poser la question et de se pencher sur le scope 3. Alors, ces fameux, justement, indicateurs que l'on appelle les ESRS, qui sont donc les 11 familles d'indicateurs, sont les dispositions générales, les éléments même de l'entreprise et la façon dont elle va fonctionner sur son organisation ou autre, et puis l'impact sur le climat, la pollution, l'impact sur les ressources marines, la biodiversité, les ressources utilisées et l'économie circulaire, sa propre force de travail. Ça veut dire que ça n'implique pas et ça n'embarque pas seulement les achats, mais ça va impliquer aussi un certain nombre de départements de l'entreprise qui vont être sollicités pour répondre à ça. Quand on prend par exemple l'indicateur S1 sur sa propre force de travail, je rappelle que les entreprises de plus de 300 personnes sont soumises au bilan social. Donc un certain nombre d'actions, et je le répète, c'est la même chose pour les achats, sont déjà présentes, pas avec ces noms-là, pas forcément unifiées, mais déjà présentes. Et pour justement les acheteurs, c'est toute la chaîne autour de la supply chain qui va être auprès des travailleurs. Comment ça affecte les communautés? Et puis comment ça affecte forcément le consommateur et la conduite du business. Et la conduite du business, forcément, quand on parle de ça, on a tous en tête les notions d'éthique et surtout les notions d'anticorruption et de mise en place de processus anticorruption, tant ceux qui sont demandés par la loi Sapin 2, je rappelle, des entreprises de plus de 500 personnes doivent répondre à un dispositif anticorruption, mais même si vous êtes moins de 500 personnes, vous pouvez mettre en place des processus anticorruption gratuits en plus, complètement gratuits.
Mais ça, il faudra venir nous voir pour que je vous explique justement comment on fait pour avoir du gratuit. On passe au slide suivant. Le champ d'application, c'est clairement ce qui vous intéresse puisque vous avez entendu un certain nombre de choses justement depuis ce 24 avril. À terme, ce seront les entreprises employant plus de 100 salariés et en moyenne réalisant un chiffre d'affaires net de plus de 450 millions d'euros. Et très clairement, ce sont toutes les entreprises, autant françaises, européennes qu'internationales, implantées en Europe. Dans certains cas, sur tous les éléments de franchise, et vous pouvez prendre un exemple type Starbucks, seront impactés par la CS3D. Ça veut dire que tout le monde va être sur un plan d'égalité. On parle de concurrence qui est difficile ou autre, mais tout le monde répondra à ces éléments-là. Alors, le seuil de 1000 salariés est un seuil qui a été relevé, puisque initialement, la France souhaitait porter ça à 250 salariés. Il faut se rendre compte que ce sont quand même aussi des mécanismes qui sont un peu compliqués. Mais à terme, je pense que d'ici une dizaine d'années, ce sera les éléments qui sont intégrés. Je te laisse passer au slide suivant. Oui, Vincent, même Oui, s'il y a effectivement des limites de taille qui peuvent paraître assez élevées, il faut quand même prendre conscience que tout ça va ruisseler sur le tissu de fournisseurs et de sous-traitants, hein. Donc même si exactement. l'entreprise n'est pas directement concernée par la réalisation d'un tel rapport, elle va être sollicitée par des fournisseurs de plus grande taille Ouais, pour fournir des éléments afin que ces derniers puissent les préparer. justement, justement, ça veut dire que c'est pour ça que même si la loi a fixé une limite à 1000 salariés et 450 millions d'euros, ça va impacter toutes les entreprises. Et quand je dis impacter, c'est pas la notion d'un impact fort et violent, ce sont des choses souvent qui sont déjà faites en entreprise et qu'il faudra communiquer. Et il faudra communiquer justement à travers une cartographie des risques qui permettra de dire quelles sont les choses, non pas les plus importantes à communiquer, mais quelles sont les priorités de communication à faire. Si je reviens un peu sur le calendrier, et puis je vais juste préciser une chose, c'est ce que Christian vous présentait, c'est que ça va ruisseler sur les entreprises européennes, mais pas seulement. À l'heure actuelle, la CSRD, par exemple, touche le Maroc. Et pourtant, le Maroc n'est pas européen. Mais dans le cas du transport maritime et des spécificités sur le transport maritime et d'une distance en miles nautiques, les deux grands pôles portuaires de Tangemet et de Agadir sont impactés par justement cette CSRD. Donc ça veut dire qu'il va aussi falloir expliquer à vos fournisseurs que vous allez leur poser des questions. Et on verra quelles sont les typologies de questions qui peuvent être posées. Donc pour en revenir au calendrier, à partir de 2027, c'est les entreprises de plus de 5000 salariés et avec un chiffre d'affaires mondial de plus de 1,5 milliard d'euros. En 2028, ce sont les entreprises de 3000 salariés et 900 millions et vous avez vu la limite en 2029. Ce que je veux aussi profiter, c'est qu'à partir de 2027, ça sera basé sur les chiffres de 2026. C'est-à-dire que pour ces entreprises, il faut commencer à s'organiser pour structurer leur rapport. Slide suivant. Alors, dans les chiffres, non, tu peux revenir sur là. Voilà, parfait. Dans les chiffres, à l'heure actuelle, ça, euh, voilà, parfait. Comme je vous le disais, hein, la CSRD, c'est une approche européenne et la France n'est pas le premier pays concerné. Très loin de là. Vous le voyez, et moi je vous invite à regarder cette carte, et surtout pour ceux qui sont dans le Grand Est, hein. Vous avez quand même une spécialité géographique qui s'appelle la frontière, avec le premier pays qui est impacté par la CSRD, justement, c'est l'Allemagne, avec quasiment 1500 entreprises. La France se classe au 4e rang, hein. L'Espagne est devant, l'Italie aussi. Donc oui, ça implique un élément de ces entreprises-là, mais si vos fournisseurs sont dans ces pays-là, eh ben, sachez qu'eux vont être impactés et donc vont vous poser des questions et vous aurez vous aussi à leur poser des questions. On peut continuer, Christelle. Ah. La CS3D, la CS3D justement, qui découle et qui est portée par cette directive du 24 avril, c'est une cartographie des risques. Et cartographie des risques, ça veut dire quoi? C'est identifier et définir les risques pour les évaluer. Les évaluer tout simplement pour pouvoir avoir une base de référentiel et rentrer dans une logique de contrôle interne.
est-ce que quand j'achète du blé, est-ce que je suis exposé sur les risques de contamination aux pesticides? Il y a quand même de grandes chances. Est-ce que si j'achète mon blé en Europe, il y a une probabilité? La probabilité va être forte, mais le risque, il sera élevé. Si j'achète mon blé dans d'autres pays, par exemple, si j'achetais mon blé au Brésil, alors je ne suis pas sûr que le Brésil soit un très grand producteur de blé, mais on pourrait avoir la logique avec le soja, il y aurait plus de probabilités et toujours un niveau de gravité toujours aussi important. Donc dans cette logique-là, plus le business de l'entreprise est axé sur ses activités, plus les risques et l'aide cartographie des risques devra forcément s'intégrer avec cette notion de business. L'idée, c'est pas de faire une cartographie des risques pour les pains au chocolat qu'on achète le matin chez son boulanger, hein, quand on organise un petit déjeuner en entreprise. Alors, si vous êtes un centre de formation, oui, ça peut être un risque plus important. Mais bon, logiquement, il y a peu de risques et puis il y a peu d'impact en termes de croissant et pain au chocolat du matin dans votre activité. À partir de là, c'est associé à un référentiel pour les achats. Bon, qu'est-ce qu'on met en place? Comment on va travailler autour de l'acte d'achat et sur ces éléments-là? Et puis, comment on va chercher à assumer ce pilotage? Et puis, on va pouvoir le présenter dans cette cartographie pour montrer qu'il y a bien la réalisation de ces éléments et que la gouvernance y est associée. Le but, c'est pas que les achats travaillent tout seuls, hein. Je rappelle, hein, une cartographie des risques au titre de la CS3D, mais comme du devoir de vigilance, c'est de s'assurer que si l'entreprise décide de mettre en avant un axe particulier type réduction de l'empreinte carbone, on est bien une politique d'achat qui vise à réduire la politique carbone, puisque cela a été identifié comme risque majeur. Et bien sûr, un processus, mécanisme d'alerte, de recueil de signalement, comme cela peut être demandé par la loi Sapin 2. On peut passer au suivant. Autre élément européen qui impacte ces éléments et qui se retrouvera dans la CS3D, puisque je vous le rappelle, hein, c'est vraiment un consensus horizontal entre droits de l'homme et environnement, c'est la partie FLR, Forced Labor Regulations, l'élément sur le travail forcé. C'est-à-dire que votre cartographie des risques, elle doit aussi être réalisée dans ces axes-là et même encore plus poussée. Premièrement parce que déjà trouver des travailleurs cachés, non déclarés, forcés et autres, justement, c'est encore plus difficile. Parce que justement, vos partenaires ne vous le diront pas. Donc il faudra écouter les signaux faibles. Si on prend l'exemple de ce qui se passe en Italie ces dernières semaines, on va dire sur les 6 dernières semaines, vous avez quand même 2 grandes maisons de luxe qui sont confrontées à un scandale, et qui n'est pas un scandale qui touche la CS3D, hein, mais qui est un scandale au niveau de la FLR, qui est l'emploi de travailleurs irréguliers et exploitation, donc limite esclavage, pour produire des sacs à main. Donc le monde feutré du sac à main connaît sa révolution à travers le travail forcé. Et justement, cette approche que porte la Commission européenne, c'est justement pouvoir, dans cette cartographie du risque, assurer qu'il n'y ait pas de zone grise. Le travail forcé, c'est aussi une problématique en Europe. Vous avez parlé de l'Italie, mais il y en a en Angleterre, il y en a un petit peu partout. Donc, forcément, en tant qu'acheteur, il va falloir aller au contact de parties prenantes que vous n'êtes pas forcément habitué. Poser des questions à des ONG, voir comment ça se passe, pour assurer que ce croisement d'informations, cette cartographie des risques, elle intègre tous ces éléments-là et que vous soyez vraiment à même de pouvoir protéger du risque votre entreprise. Pourquoi un élément important, c'est que les achats ont évolué, hein, et je pense que tous les acheteurs qui sont présents l'ont bien compris, on rentre sur une problématique de gestion de risque de plus en plus importante. Mais le risque, dans le cas où vos fournisseurs ou sous-traitants auraient recours au travail forcé, c'est le gel de toute l'activité. Les biens sont saisis, sont bloqués en douane, et il y a un mécanisme de réclamation et de dédommagement des parties prenantes lésées. À l'heure actuelle, les premiers montants qui tournent, alors il n'y a aucune condamnation bien sûr, mais les premiers montants qui ont été définis, on parle de 5% du chiffre d'affaires global en termes de constatation d'infraction. C'est le plus haut niveau de pourcentage à l'heure actuelle des différentes lois. Loi Sapin 2, on est 4%, là on passe à 5%. Et surtout, c'est que
la force des juges sera de pouvoir condamner à dédommager les victimes, puisqu'on est vraiment sur un droit victimaire, à intégrer ça. D'autres éléments commencent à aller aussi dans ce sens-là et vont encore un peu plus loin. Ça sera développé d'ici les 2 prochaines années, particulièrement pour tout ce qui touche les industries de l'armement. C'est même de considérer que les personnes qui auront été abusées à ce titre-là puissent relever du TPI, tribunal pénal international. Donc là, on passe encore à un autre niveau. Mais bon, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de gens qui pratiquent l'armement ici. On passe au slide suivant, Christelle. Voilà, alors, pourquoi l'ISO 20400 est une solution? Alors, c'est pas seulement ma logique, hein, et Christian vous partagera ça au niveau de la qualité, mais l'idée, c'est démontrer que dans les éléments que porte l'ISO 20400, et on voit bien dans l'histoire de la création de cette norme volontaire sur les achats responsables, il y a un alignement sur justement les parties prenantes, sur tout ce qui peut être le travail de l'équipe, les priorités, le contexte de l'achat, la politique et la stratégie, les objectifs de l'organisation, les indicateurs et forcément comment on va acheter et comment on va s'assurer que son fournisseur justement réponde à ces éléments-là. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ISO 20400, il faut reprendre un peu l'historique. L'OPSAR, qui est une association qui est donc l'Observatoire des achats responsables, porte un certain nombre de choses en liaison avec l'ISO 26000. Et puis, avec le ministère de l'économie, en 2011, se crée un label qui est le label de la relation fournisseur, qui permet aussi de pouvoir, donc déjà à travers une charte, puis un label, de rentrer dans des pratiques d'achat responsables. Et en 2017, la France et 34 autres pays, la France et le Brésil, qui sont les 2 pays porteurs, et plus d'une trentaine de pays, adhèrent à cette norme volontaire. À l'heure actuelle, il y a presque une cinquantaine de pays qui sont utilisateurs de cette norme. On peut suivre. Pourquoi c'est un élément de solution? Premièrement, parce que l'approche de l'ISO 20400, comme sur une cartographie des risques, elle met soit en avant un segment achat, et si vous avez regardé un petit peu en amont, vous voyez que sur la CS3D, on est sur cette logique de segment achat. On est aussi sur l'approche fournisseur, c'est Know Your Supplier. Au même titre que KYC existe pour les entreprises américaines, il y a cette connaissance du fournisseur. Et forcément, quelle est la responsabilité en matière d'impact durable choisie par l'entreprise? Et c'est ça qui va donner ce mapping de la due diligence, cette cartographie des risques, qui vont vous aider à répondre à la CSRD, vous aider à pouvoir évaluer vos fournisseurs et comprendre les impacts au titre de la FLR et porter la CS3D au sein des entreprises. Pardon. Donc, pourquoi ça s'applique complètement? Tout simplement que l'ISO 20400, elle tourne aussi autour de l'acte d'achat. Et là, vous voyez ces éléments, ce sont les principes de l'OCDE dont je vous parlais, ce fameux devoir de diligence. Donc, cartographier la chaîne d'approvisionnement, identifier les risques potentiels, donc ses impacts, ses risques, mais aussi ses opportunités, et forcément hiérarchiser ces risques par rapport aux risques les plus significatifs, permettant de répondre à tous ces éléments-là. On peut passer au slide après. Ce que je vais vous présenter dans les 2 slides qui suivent et qui sont la fin de ma présentation, c'est que ces éléments de la CS3D sont alignés dans la même logique. Et l'ISO 20400, elle a apporté ça. Vous le voyez sur ce slide et vous le verrez dans la présentation que vous recevrez, c'est que les thématiques même de l'achat responsable à travers responsabilité environnementale sont traitées par le Global Compact avec ses engagements, sont traitées au titre des ODD, mais sont aussi traitées au titre des OSR. Donc une entreprise qui adhère au Global Compact, qui signe des éléments, qui intègre ces éléments du Global Compact, de facto répond aux ESRS en se posant des questions et en apportant forcément un modèle de preuve. Parce que les achats responsables, c'est un peu comme l'amour. Hein. C'est pas juste parce qu'on a envie et parce qu'on aime les achats responsables, mais c'est qu'on est capable de poser des questions pertinentes et qu'on est capable d'y associer des modes de preuve. Et associer des modes de preuve, ce sera le dernier slide de cette présentation et sûrement celui qui permettra de faire la jonction avec Christian. Et ça repose sur un certain nombre de choses. Et comme c'est bizarre, on voit que dedans, il y a un certain nombre de normes. Il y a autant des codes pour des familles d'achat sur le marketing, la communication, mais il y a aussi
un certain nombre de normes ISO qui sont reprises là-dedans, qui sont la 14001, la 22301, la 27001, la 5001, la 14001, la 9001. Et justement, c'est donc l'opportunité de Christian de prendre la parole sur cette jonction norme ISO 9001, ISO 20400 et la complémentarité dans cette logique d'analyse et d'opportunité d'intégrer ces éléments-là au titre de la CS3D et de la CSRD avec vos fournisseurs. Merci Vincent. Alors effectivement, beaucoup de gens vont nous répondre, oui, mais encore une norme de plus. Déjà, je voudrais pas utiliser le nom de norme, mais le nom de référentiel, parce qu'une norme, c'est la vis, c'est la dimension. Là, dans les référentiels, on est quand même dans une dimension de gouvernance et de gestion d'entreprise. Alors effectivement, la 20400 n'est pas un référentiel certifiable au titre des certifications qu'on peut avoir sur la 9001, sur les 50 000, etc. Mais je veux dire, c'est pas pour autant que c'est un nouveau satellite ou une nouvelle étoile qui est apparue dans la galaxie. Elle peut s'inscrire totalement dans l'ISO 9001 parce que la plupart des entreprises, je crois que le référentiel ISO 9001, c'est le plus ancien. Hein. C'est effectivement le plus ancien, c'est le plus répandu. Il est en cours de révision. Il va effectivement évoluer encore en 2026 et en fait, ce référentiel ISO 20400 va être un zoom dans le cadre du chapitre 8 de la norme ISO 9001 qui s'adresse aux opérations et dans le cadre des opérations, on s'adresse aux opérations externalisées également, donc les achats, les sous-traitants, etc. Donc ça va être un outil qui va zoomer en fait ces activités d'achat dans le cadre du ISO 9001. Donc pour ceux qui auraient peur de leurs collègues des services qualité et autres en disant un label supplémentaire, un nouveau référentiel, un nouveau norme, et non, attendons, remettons les choses à leur place, remettons l'église au milieu du village. Ce n'est pas un référentiel qu'il va falloir gérer de A à Z. C'est bien sûr du travail pour les achats, mais qui va s'inscrire dans un contexte plus global de l'ISO 9001 pour ceux qui sont déjà certifiés ISO 9001. Et il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont dans ce cas-là. Voilà. Alors les avantages d'un système de management, effectivement Vincent l'a déjà abordé, vous avez la crédibilité et la confiance, hein, renforce la crédibilité de l'organisation et la confiance de ses clients notamment, mais aussi plus largement de toutes ses parties prenantes et de plus en plus de toutes ces parties prenantes. Hein. Cela permet aussi d'améliorer l'efficacité opérationnelle. On parle maintenant plus de procédures. Quand j'ai démarré avec les normes ISO 9001, 9002, début des années 90, on parlait de procédures. Bon, maintenant, non, c'est plus des procédures, mais c'est des processus. Les processus étant des actes de gestion ou de la modélisation de la gestion de l'entreprise. Des meilleures pratiques, effectivement, pour développer l'efficacité et l'efficience. Elle peut également permettre l'accès à des nouveaux marchés. En particulier, historiquement, les clients exigeaient, certains clients dans certains domaines d'activité, j'étais longtemps dans le domaine ferroviaire, c'était longtemps un prérequis pour être effectivement dans les shortlists, pour avoir des appels d'offres de marché, d'avoir un système ISO 50001 qui est référencé. Je pense que ces choses-là vont encore s'accroître dans les années à venir. L'amélioration continue, les dernières révisions de des normes ISO, notamment la 9001, ont fortement mis en avant l'aspect PDCA, Plan Do Check Act, donc l'amélioration continue. Là aussi, l'écriture de la 20400 est tout à fait dans la même philosophie. Et enfin, Vincent, tu l'as déjà abordé, la gestion des risques. Effectivement, là, la 20400 va focuser les risques achats, mais la 9001 va focuser les risques d'une façon générale et va aussi de plus en plus être mise à contribution par l'entreprise dans le cadre de ce reporting CSRD. Voilà, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus parce que Vincent a bien débroussaillé ou bien éclairé le sujet. Je donne cet angle de vue, donc n'ayez pas peur d'un nouveau référentiel, d'une nouvelle structure à mettre en place. Ça cohabite très bien et ça s'imbrique très bien dans la 9001 ou dans d'autres référentiels. Pardon, vu que effectivement cette norme 20400, ce référentiel 20400 a une structure très proche. Voilà ce que je voulais dire sur cet angle de vue et je voulais peut-être encore ajouter 2-3 mots vu du côté des acheteurs, parce que j'ai cette double casquette, hein. Pierre, si tu permets.
ces nouvelles effectivement dispositions vont demander de la transparence de la part de tous les acteurs des chaînes d'appro. Effectivement, il y a une part reporting, mais cela va demander aussi une meilleure traçabilité dans les origines des produits, des matières et les fournisseurs, hein, aussi. Cela va demander aussi pour les organismes encore davantage de rigueur dans la sélection et la gestion des fournisseurs, de prendre en compte aussi des critères de durabilité. Bon, Christian Brassac n'est pas là, mais il a écrit sur la communauté l'Eurométropole de Strasbourg un SPASER, donc un schéma de promotion des achats socialement et environnementalement responsables, pas évident à dire. De mettre en place aussi des outils qui permettent d'évaluer, hein. Donc, dans ces outils, il y a effectivement des cartographies, comme l'évoquait Vincent, mais il y a également des audits. Donc, il va falloir effectivement aussi, dans certains cas de figure, aller auditer des fournisseurs, aller voir avec eux, aller sur place. Essayer d'anticiper les risques, donc d'aller plus loin dans la prospective, dans la réflexion. Aujourd'hui, ne plus s'arrêter au distributeur français du produit, mais de dire, OK, voilà, derrière ce distributeur français qui est effectivement même pas de l'intracom, c'est national, qu'est-ce qu'il y a comme chaîne d'appro? Donc là aussi, un travail, et effectivement, pour atténuer les risques, de prévoir aussi, d'une part, évaluer les risques, mais aussi préparer des plans de migration et d'impliquer dans ces changements la relation des fournisseurs. Trois derniers axes, l'innovation, la collaboration. Effectivement, des nouvelles technologies vont être utilisées pour pouvoir effectivement intégrer ces informations. Cela va faire évoluer des partenariats stratégiques avec certains fournisseurs. Ça va tout à fait bouger les lignes. Ça va nécessiter à un moment donné de l'investissement pour la durabilité. Cette durabilité va demander des investissements, mais il y aura, je pense, des bons retours sur investissement et effectivement un impact positif sur notre environnement. Et enfin, je pense que va sortir de cette période qui pour le moment paraît comme une contrainte, un avantage concurrentiel fort pour ceux qui s'y lancent. Parce que on parle de plus en plus, on ne parle plus de clients, etc., mais on va parler de parties prenantes. Et je pense qu'à la fois les consommateurs, les investisseurs, les régulateurs vont être de plus en plus sensibles et aux entreprises qui s'engagent pleinement dans cette voie. Voilà ce que je souhaitais vous dire assez rapidement pour avoir encore le temps de questions-réponses. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Une chose qu'on n'a pas faite en amont, mais qui peut être intéressant après vos interventions, c'est de savoir dans le public qui est là aujourd'hui, les entreprises qui ont déjà cartographié leur risque achat. Alors, je vais vous lancer un petit sondage. Voilà, on va prendre 1 minute pour que vous puissiez y répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà cartographié vos achats? Est-ce que c'est en réflexion ou non? Alors, en toute logique, hein, on est en fin de webinaire. Normalement, personne ne devrait dire de quoi on parle. Je vais attendre un petit peu. Voilà, les gens votent. Ça n'a plus l'air de bouger. Si, encore. Je vous laisse encore aller une dizaine de secondes pour participer. Voilà, que vous soyez ou pas directement concerné par une des directives qui a été présentée par Vincent. Ok, on va partager le sondage. Il y a encore du travail sur le sujet. Donc, il y a 60... Voilà, je vous partage les résultats. 63% des participants aujourd'hui n'ont pas mis en place de cartographie des risques achats, 6% oui. Alors voilà, ça représente peu d'entreprises et c'est en réflexion 31%. Donc on voit qu'il y a encore du travail effectivement sur ce sujet. Avant de passer aux questions-réponses, donc je reprends la main pour vous indiquer que pour le moment, il n'y a pas de
de prochains webinaires de programmer sur ce sujet des achats responsables, mais à l'issue de ce présent webinaire, vous pourrez participer, enfin répondre en fait à un sondage pour dire les sujets qui vous intéressent pour que justement on puisse organiser de prochains webinaires. Par contre, info donc actuelle au niveau du Grand Est, le parcours sourcing durable qui accompagne entre 8 et 12 entreprises depuis 5 années consécutives, des entreprises donc pour mettre en place une politique d'achat responsable ou la conforter, parce que comme disait Vincent, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites dans les entreprises, existe toujours cette année. Donc on est à une cinquantaine d'entreprises depuis 5 ans qui y ont participé. Il y a actuellement 10 entreprises qui sont en train de le suivre et en 2025, le parcours sera à nouveau renouvelé. Donc voilà, petit sondage à nouveau pour savoir si parmi vous, des entreprises sont intéressées pour être recontactées et candidater à ce parcours. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour pouvoir y répondre. Donc n'hésitez pas à l'issue du webinaire à proposer des sujets pour qu'on puisse vous trouver des experts, des qualités, des intervenants voilà, de qualité pour la fin d'année, voire pour 2025. Merci d'avoir participé au sondage. Et puis on parle, voilà, aujourd'hui on a beaucoup évoqué les risques achats, les risques qui sont en train d'émaner de plus en plus, alors certes au niveau mondial, mais même au niveau national, de plus en plus ces risques physiques qui sont liés au changement climatique. Et si vous voulez donc travailler ce sujet et anticiper ces risques, vous adapter au changement climatique qui est déjà présent, qui est déjà existant, en plus de tout ce que vous faites déjà au niveau décarbonation, on en a bien conscience. Sachez qu'au niveau de la CCI, avec le soutien donc de l'ADEME et de la région de Climaction, on propose une visite climat qui vous permet effectivement d'anticiper les risques, de comprendre en fait avec des projections climatiques à 2030, 2050 et 2070 comment votre activité va être impactée à l'échelle d'un site de production. Voilà, donc vous pouvez bénéficier de ce type d'accompagnement dans tout le Grand Est. À nouveau, un sondage pour vous laisser nous dire si vous souhaitez aujourd'hui, en plus de la décarbonation, travailler l'adaptation au changement climatique. Je vous laisse quelques secondes et puis après, je vais prendre les questions pour nos intervenants. Pendant que les gens votent, je peux même déjà commencer donc avec une première question. Est-ce que le risque peut être un critère de sélection d'un fournisseur, messieurs? Alors, Vincent, je me permets? C'est bon? Alors, le risque, c'est quelque chose qu'on a constaté par rapport à quelque chose qui peut arriver. Je dirais la première chose, une fois qu'on a identifié ces risques, c'est de le pondérer. On t'entend pas, Vincent. Tu as coupé ton micro. Tu as coupé ton micro. Je crois que tu veux parler. Oui, pardon, désolé. Non, non. Ouais. Allez-y, Euh, vas-y. Vas-y. Donc oui, le risque, c'est quelque chose effectivement qu'on a pu constater comme étant potentiellement, ou pouvant potentiellement arriver dans le futur, d'accord, ou arrivant déjà, mais qui doit être pondéré par rapport à une fréquence et par rapport à une gravité. Donc avant de se lancer dans une action qui peut être a priori bonne ou mauvaise pour donner une réponse dans le philosophie action-réaction, je pense qu'il faut effectivement que les risques soient bien pondérés et bien réfléchis par rapport à l'occurrence, donc le risque de répétition, le risque de gravité, pour les classifier, les prioriser dans la chaîne de traitement. Vincent, qu'est-ce que... Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Quel est le niveau de risque d'aller acheter son pain au chocolat chez le boulanger le matin quand on achète plusieurs dizaines de millions de tonnes de blé? Bon, je pense qu'il faut regarder plutôt la partie environnementale et éthique et forcément droit social, pas du boulanger, mais justement de son achat de tonnes de blé. Alors, pour effectivement, notre public d'acheteurs, tout le monde connaît plus ou moins, je pense, la matrix dite de Kraljic,
qui effectivement donne les deux axes importance stratégique et risque. Effectivement, on peut y rajouter une troisième dimension maintenant qui est l'impact environnemental pour donner une carte. Ça peut être un outil simple pour démarrer un tel travail. Et puis, c'est aussi un premier travail des achats, c'est que sur la base de la matrice de Krajcik, même si elle répond à deux volontés, le positionnement impact PNL et risque business, c'est-à-dire que déjà, on fait une évaluation des risques et une cartographie des risques sur ces achats stratégiques. On ne va pas commencer sur ces commodities. Voilà. Ok. Merci Ça tombe bien, à tous on est les toujours deux. D'accord avec Christian, c'est ça qui est. On n'arrivera jamais à se mettre pas d'accord. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il y a deux questions qui se recoupent. Donc la première, bonjour. Des sites comme la COFAS ou le World Risk Index peuvent donner un certain nombre d'éléments sur la gestion du risque. Quels peuvent être les autres sites à consulter? Et il y a une autre question qui est également sur existe-t-il des outils de veille stratégique? Donc ça, voilà, je groupe. Je trouve que ça. Enfin, j'espère que pour les personnes qui posent des questions, j'ai eu raison de grouper ces deux questions. Alors, je peux répondre. Vous avez Oui, plein de vas-y, sites. Bien sûr, vous avez les sites institutionnels, que ce soit COFAS ou les abonnements que vous pouvez prendre, qui souvent aussi offrent des éléments de veille spécifiques sur vos fournisseurs. Et votre pratique spécifique achat de flaguer vos fournisseurs a une importance. Et puis, vous avez des sites que vous connaissez peut-être pas forcément, qui s'appellent IG Atlas, qui a été développé par la Commission européenne et un certain nombre d'organismes et ONG. Je donnerai en complément à Christelle le lien, qui vous permet de connaître à l'heure actuelle toutes les procédures en termes environnementaux partout dans le monde. Donc ça veut dire que des fournisseurs proches de ces zones-là ça vous donnera une sensibilité. Après, je le répète, la cartographie, il faut faire sa cartographie des risques. Et la cartographie des risques, quand nous on la monte pour un de nos clients, on intègre plusieurs choses. Oui, on intègre les index mondiaux sur la corruption, sur un certain nombre de choses. Mais on va aussi intégrer des connaissances, des pratiques spécifiques au monde des achats qui exposent au risque. Et puis, autre élément, c'est que plus votre supply chain est étendue en termes de main-d'œuvre et de rupture de charge, plus il y aura de risques et d'impact du risque à évaluer. Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, les achats responsables, c'est se poser des questions et c'est demander les justificatifs, avoir les preuves de ces questions. C'est comme de l'amour, je veux dire, c'est très beau, on peut vivre dans le meilleur des paradis, mais il y a un moment où si on n'a pas un petit peu de BSP, de bon sens paysan, donc les deux pieds bien dans la terre pour poser les bonnes questions à ses fournisseurs, je pense qu'on ne fera pas des achats, mais on ne fera que l'exposition au risque. Alors, et je me permettrai de compléter en disant c'est un travail où il ne faut pas acheter une solution toute faite. Je pense qu'il faut effectivement apprendre à pêcher, entre guillemets, pour ses propres effectifs, parce que c'est un travail qui va permettre de faire monter en maturité aussi la fonction achat, de se poser ces questions. Justement, ça fait une transition avec la prochaine question. Nous faisons partie d'un groupe avec des entreprises avec des activités distinctes. Le service achat est centralisé au niveau du groupe. Comment anticiper les risques uniquement pour notre entité? Ou est-ce qu'il faut que ce soit... Bon, c'est moi qui complète la question. Est-ce qu'il faut que ce soit pour le groupe? Alors après, je vais me permettre d'avancer une réponse. Je ne sais pas si c'est une structure horizontale ou verticale, donc déjà ces éléments-là vont jouer. Après, c'est ce qu'on appelle le plus grand dénominateur commun, plus petit dénominateur commun. Donc partir d'une logique de plus grand dénominateur commun pour couvrir les activités et la cartographie du risque et la façon de passer, ce qu'on appelle les plans de remédiation, c'est la même, quelle que soit l'entité. Imaginez, vous êtes sur un groupe qui fait de la boucherie, de la charcuterie, de la volaille, vous avez quand même des éléments de risque qui sont communs. Et ça, on est vraiment sur cette notion de plus grand dénominateur commun, où les plans d'action ne sont pas exactement les mêmes, c'est pas les mêmes filières, c'est pas les mêmes orientations. Cependant, l'approche sur ce traitement du risque devra exactement être la même. Et au final, que ce soit sur un PGCM ou un PGCD, donc plus grand dénominateur commun ou plus petit dénominateur commun, l'approche reste toujours la même avec la création d'un plan de remédiation et le fait de poser des questions à ses fournisseurs pour avoir leur réponse. Et puis, je dirais, s'il y a vraiment des doutes, c'est passer à l'étape après, et là, Christian la connaît bien, c'est l'audit sur site. Non, rien à ajouter, non, effectivement. Ouais, on vous avait prévenu, on est toujours d'accord avec Christian. C'est pas drôle. On va finir cloué sur une croix à force de vouloir
prêcher notre bonne parole. Ok. Écoutez, je regarde à nouveau dans les questions. Je n'en vois pas d'autres. Et timing parfait, puisqu'on arrive à l'issue de notre heure de webinaire. Merci beaucoup aux intervenants. Merci à vous toutes et tous pour votre participation. Par rapport à transition écologique, énergétique portée par la CC Grand Est, donc les prochains webinaires auront lieu en septembre et octobre, à la fois sur le décryptage de la réglementation en lien avec la transition climatique et au niveau d'efficacité énergétique, les aides financières existantes. Et donc voilà, je réitère à nouveau ma demande pour que vous puissiez proposer, vous en tant qu'acheteur, des sujets à l'issue de ce webinaire pour qu'on puisse continuer à vous faire monter en compétences sur ce sujet. Donc merci bien à toutes et tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Merci Christelle, merci Au revoir. Pierre, Merci, Pierre. merci Christian, merci à vous tous. Au revoir. Merci. Au plaisir.